Ok, ok, on va attendre que les autres se connectent. Il nous reste 1 minute, on va commencer. Les autres nous rejoindront au fur et à mesure. Merci déjà pour vous être connectés. Et aujourd'hui, on va parler vraiment des bases de la blockchain, de la crypto-monnaie. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment essentiel de pouvoir maîtriser ces bases-là avant de commencer à penser même à investir dans la crypto-monnaie. Parce que euh, la crypto-monnaie, c'est quelque chose de très volatile et il faut faire très, très attention avant de commencer à y investir. Donc, c'est pourquoi je préfère d'abord faire de la sensibilisation, de l'introduction sur la blockchain, la crypto-monnaie, avant de commencer à parler de comment est-ce qu'on doit investir, quelles sont peut-être mes crypto-monnaies préférées, comment est-ce qu'on investit, quelle est ma stratégie, quelles sont les crypto-monnaies que je pense pouvoir vous conseiller en termes d'explosion dans le futur, etc. Donc, pour moi, c'est essentiel que vous compreniez déjà les bases pour que vous-même, vous fassiez vos propres recherches et que vous-même, vous soyez vraiment indépendant. Donc, c'est pourquoi j'ai vraiment voulu faire cette introduction-là avec vous. Et on va vraiment parcourir beaucoup de choses ensemble durant ces prochains mois pour que vous puissiez être prêts pour 2022. Parce que je pense qu'en 2022, il y aura beaucoup d'investissements rentables à faire sur le domaine de la crypto-monnaie et aussi le domaine de la blockchain. Parce que pour certains, je pense qu'ils vont peut-être, à part l'investissement dans la crypto, peut-être aller travailler dans la blockchain, c'est quelque chose de très rentable aussi actuellement, de pouvoir avoir un profil qui maîtrise la blockchain. C'est quelque chose de très bien. Donc, on va commencer. Il est 19h05. Donc, pour ceux qui voudront intervenir, donc parler poser des questions de façon orale, ils pourront appuyer sur le demander, sur le bouton lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole ou bien écrire la question dans le chat pour que je puisse répondre à certaines questions. Donc, on va commencer, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, on va commencer sur les fondements de la crypto-monnaie et de la blockchain. Donc, je suis Erwin Guetta, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur les présentations. La majorité me connaît déjà, donc on va avancer, on va donner l'aperçu de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de parler d'abord du contexte, donc du contexte de l'argent, le fiat et de la crypto-monnaie. Comment est-ce que la crypto-monnaie et la blockchain ont vu le jour? Pourquoi? Et qu'est-ce que c'est que l'argent? Comment on peut dire là, quelles sont les différentes les parallèles entre l'argent et les crypto-monnaies? On va faire aussi une introduction à la blockchain. Ce sera quelque chose de résumé. Et pour ceux qui voudront peut-être avoir des détails, ils pourront, je vais donner après des modules de formation sur ma chaîne YouTube. Donc, ils pourront se connecter à ma chaîne YouTube et puis voir en plus en profondeur ce que c'est que la blockchain, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment parcourir en 1 heure de temps. Donc, je vais faire une introduction pour que vous puissiez avoir vraiment les bases et que demain, vous puissiez expliquer aussi à quelqu'un qui vous demande c'est quoi la blockchain, sur quoi sont basées les crypto-monnaies, que vous puissiez répondre et que ça puisse vous guider aussi dans vos investissements. Donc, c'est très important. Ensuite, on va faire une introduction à la crypto-monnaie et on va prendre le cas du Bitcoin. Donc, on va commencer déjà par définir le contexte. Donc, le contexte, c'est l'argent. Donc, la question que je vais poser maintenant, c'est pour vous, qu'est-ce qui donne sa valeur à l'argent? C'est quoi? C'est la valeur du billet, du matériel avec lequel il a été mis en place, il a été produit. C'est quoi? C'est le pays qui émet cet argent-là. C'est sur quoi? Qu'est-ce qui donne la valeur à l'argent? Ou bien même qui aussi donne la valeur à l'argent? Donc, jusqu'à ce qu'on réponde à cette question dans ce live-là, vous pouvez donner vos réponses dans le chat et on va poursuivre. Et on répondra à cette question dans les prochaines slides. Donc, d'abord, on définira l'argent. C'est quoi l'argent? L'argent, c'est un actif ou bien c'est quelque chose, c'est un moyen qui nous permet de pouvoir servir d'outil de mesure de valeur. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire l'argent ou la monnaie permet aujourd'hui à des personnes
ou bien à des systèmes ou à des organisations de pouvoir attribuer une valeur à une marchandise ou bien à un service. Et ça permet de pouvoir donner de la valeur à cet argent-là. Et par consensus, tout le monde est d'accord sur la valeur qu'on donne à cet argent à partir de cette monnaie ou de cette monnaie-là. Donc, c'est beaucoup plus la monnaie. Donc, la monnaie, avant, je pense au départ, quand on regarde dans l'historique ou bien dans le passé, les gens utilisaient des cauris, des bœufs, comment on peut dire là, beaucoup de choses pour pouvoir être utilisées comme monnaie, donc comme moyen d'échange. Donc ça, c'est l'une des valeurs de l'argent aussi. L'argent est utilisé comme un moyen d'échange. Et tout objet peut être utilisé comme monnaie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout objet peut être utilisé comme monnaie. On peut être dans un système, par exemple, dans un pays où, au lieu d'avoir de la monnaie physique ou bien de la monnaie en papier ou des pièces de monnaie, on utilise, par exemple, peut-être des feuilles de papier. Ou bien on utilise, comment on peut dire là, des coris, comme j'en ai parlé tout à l'heure. On utilise même de l'or pour pouvoir être utilisé comme l'argent. Donc, peut-être qu'on peut avoir un consensus où on peut s'entendre sur la valeur de quelque chose en termes de moyens d'échange, de réserve de valeur, alors on peut dire que cette chose-là est une monnaie. Ensuite, la dernière des choses, c'est que l'argent, sa valeur est une croyance partagée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un système qui utilise un certain type de monnaie ou bien de l'argent, il faut que toutes les personnes qui participent à ce système-là croient que cet argent-là, cet actif-là puisse leur servir et qu'il puisse être utilisé pour pouvoir faire leurs échanges. Donc, il faut que ce soit un consensus général et que chacun croit que la valeur qu'on a attribuée à cette monnaie, que la valeur qu'on a attribuée aux marchandises à travers cette monnaie-là est la bonne et la vraie. Et l'argent aussi, quand on parle de monnaie fiduciaire, par exemple, fiduciaire vient du mot fidus en latin qui veut dire confiance. Donc, ça veut dire qu'on a confiance en la personne ou en l'institution qui donne de la valeur à l'argent ou qui dit que, qui mesure la valeur des marchandises avec cette monnaie-là. Donc, ça veut dire qu'on a confiance en cette institution. Donc, la valeur de l'argent, la valeur d'une monnaie est basée aussi sur une confiance dans la personne ou l'institution qui produit cette monnaie-là. Donc, j'avais demandé au départ qu'est-ce qui donnait de la valeur à l'argent. Donc, ce qui donne de la valeur à l'argent, déjà, dans le système actuel, c'est le système monétaire et les banques centrales. Aujourd'hui, il y a deux manières de produire de l'argent ou bien de créer de la monnaie. Donc, deux manières principales. Donc, la première manière de produire de la monnaie, c'est à travers les banques centrales. Donc, les banques centrales qui tournent la planche à billets et qui produisent de nouveaux billets. Donc, cette production de nouveaux billets-là permet de pouvoir augmenter la masse monétaire du système ou bien comment on peut dire là, du pays ou de la zone dans laquelle sur laquelle elle a été bâtie. Et c'est ce qui donne l'augmentation de la masse monétaire. C'est ce qui fait augmenter la masse monétaire. Ça, c'est la première manière. Donc, les banques centrales produisent de l'argent en tournant la planche à billets. La deuxième manière de créer de l'argent, de la monnaie, ce sont les banques de détail. Lorsqu'elles font du crédit, donc lorsqu'une banque de détail fait crédit à quelqu'un, alors elle crée de la monnaie. Donc, elle vient augmenter aussi la masse monétaire dans le système, dans la zone ou dans le pays. Donc, ce sont les deux manières principales de créer de la monnaie. Ensuite, ce qui donne la valeur aussi à l'argent, comme on l'avait dit, c'est la confiance que nous tous, nous avons dans notre banque centrale ou dans le gouvernement qui émet cette monnaie-là. Quand on perd la confiance dans le gouvernement ou dans l'institution ou même dans l'économie qui émet une monnaie, alors la valeur de cette monnaie-là diminue. Et c'est là qu'on parle la majorité du temps d'évaluation d'une monnaie. Et on l'a vu dans la zone CFA, on le voit avec le dollar et l'euro, par exemple. Lorsque les États-Unis ont commencé à tourner la planche à billets pour inonder le marché de trillions de dollars,
dans leur plan de relance post-Covid, on a vu qu'il y a eu un impact forcément sur l'inflation. Et lorsqu'il y a une forte inflation dans un pays, forcément, la valeur de la monnaie, à terme, finit par baisser. Donc, lorsqu'on n'a pas confiance dans comment on peut dire là, dans la politique économique d'un gouvernement, alors la confiance qu'on a dans cette monnaie-là baisse. C'est ce qu'on voit actuellement au Venezuela, où l'argent, la valeur de l'argent, de la monnaie vénézuélienne a vraiment baissé. Et ça, c'est dû à la perte de confiance dans les politiques du gouvernement. C'est dû aussi à l'hyperinflation qui a eu lieu dans ce pays-là. Enfin, ce qui donne la valeur à l'argent, c'est la croyance en une valeur commune. Et là, on l'a déjà vu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, dans le système, on avait plusieurs personnes on avait un système qui était vraiment distribué, qui était très libre au départ, lorsqu'il y avait des échanges dans le monde entier. Donc, chacun venait avec son bœuf ou bien ses courriers, etc. Et on faisait les échanges. Et au fur et à mesure, on est passé à un système beaucoup plus avancé. Et dans ce système-là, on a vu qu'il y avait deux types de personnes. Il y avait des personnes qui avaient des capacités de financement, donc qui étaient des riches et qui avaient vraiment de l'argent, qui n'avaient pas besoin de dépenser sur place. Et il y avait des personnes à besoin de financement, donc des personnes qui avaient besoin qu'on les finance. Et il fallait quelqu'un au milieu pour pouvoir faire l'intermédiaire entre ces deux personnes-là. Donc, il fallait quelqu'un en qui les deux ont confiance. On revient encore sur la confiance. Quelqu'un en qui les deux ont confiance pour pouvoir faire cet échange-là. Donc, les gens à capacité de financement qui mettent à disposition leur financement et le tiers de confiance utilise cette manne-là pour pouvoir la mettre à disposition des personnes qui ont besoin de financement. Donc, c'est là qu'est arrivé le système des banques. Et le système des banques a évolué au fil des années, au fil des centaines, au fil des centenaires. Et on a fini. Allô? Et on a fini au fil des centenaires et on a fini par avoir, comment on peut dire là, par avoir un système vraiment centralisé autour, donc décentralisé, mais centralisé dans chaque zone autour des banques centrales. Donc, on a eu il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, il fait un peu de bruit là. Donc, on a eu ce système centralisé autour des banques centrales. Donc, c'était ce système centralisé-là. Et au fur et à mesure, les banques qui étaient basées au départ sur l'intermédiation, donc c'était la première fonction d'une banque. La première fonction d'une banque, c'était de pouvoir faire l'intermédiation, donc prendre de l'argent des gens qui ont beaucoup d'argent et les mettre à disposition des gens qui ont besoin de financement et récupérer une commission sur cette intermédiation-là. Et quand on a récupéré au départ, c'était très beau. Les banques se faisaient des sous et il y a eu beaucoup de banques qui ont commencé à être créées et la manne financière sur les commissions ont commencé à se réduire. Donc, il a fallu trouver de nouveaux moyens de pouvoir augmenter le bénéfice de ces banques-là. C'est là qu'il y a eu la création de tout ce qui est bourse, la création de tout ce qui est d'autres instruments financiers comme les titres, comme le forex, les marchés boursiers, etc., pour pouvoir augmenter le gain des banques. Donc, ils ont créé de nouveaux produits. Et ces nouveaux produits-là, il y a eu tellement de dérives sur ces nouveaux produits, donc la création de ces nouveaux produits-là, donc surtout la titrisation, que ça a fini par vraiment créer beaucoup de crises financières. Et une des plus grosses crises financières de ces 50 dernières années-là, ça a été la crise financière de 2008. Donc, je pense que peut-être que certains se souviennent de la crise financière de 2008. Donc, la crise financière de 2008, c'était quoi exactement? Aux États-Unis, on va en parler rapidement parce que c'est vraiment de là qu'a découlé les crypto-monnaies et la blockchain. C'est la base de la naissance des crypto-monnaies, la crise financière de 2008. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Pendant près de 10 ans, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'il y avait, comme dans tous les pays, il y avait des personnes qui prenaient des prêts pour pouvoir acheter des maisons, donc des prêts hypothécaires. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais le mortgage, donc des prêts hypothécaires. Et tout le monde n'avait pas les moyens de pouvoir prendre ces prêts-là. Vous connaissez la quotité cessible en banque. Lorsque
tu as peut-être un salaire de 1 million, normalement, tu as droit à 33% de taux d'endettement ou bien à 45% dans certains cas. Donc, tu ne peux prendre un prêt qu'à hauteur de peut-être 450 000 au plus par mois, que tu peux rembourser à hauteur de 450 000 par mois. Donc, par exemple, ça te permet de pouvoir acheter peut-être une maison de 50 millions. Mais aux États-Unis, le marché de l'immobilier était tellement fort et tellement en bonne santé que les maisons coûtaient excessivement cher. Donc, les foyers moyens ne pouvaient pas, avec leur salaire, pouvoir souscrire à ce genre de prêt-là. Donc, quelqu'un a eu une idée. Donc, il y a eu quelqu'un qui a eu une idée de génie. On pensait que c'était une idée de génie avant. Donc, cette personne a eu cette idée de génie-là de pouvoir dire, mais ces personnes-là qui n'ont pas assez d'argent pour pouvoir prendre des prêts hypothécaires et tout ça, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un type de prêts spéciaux pour eux pour qu'ils puissent souscrire à des prêts maintenant pour pouvoir acheter des maisons? Donc, c'est là qu'ils ont créé les prêts, les subprimes. Donc, les subprimes, ça veut dire des prêts qu'on peut accorder aux ménages à faible revenu. Donc, c'était basé sur quoi? On te dit qu'aujourd'hui, tu as un salaire peut-être de 500 000 francs, donc tu ne peux pas acheter une maison de 50 millions avec le taux qu'on te donne. Et le taux était peut-être de 5%, le taux était de 2 ou 3%. Donc, ce qu'on fait, on s'est dit aujourd'hui, on te donne un prêt à un taux de 1%, mais dis-toi que ce taux-là va augmenter au fil des années. Et ce taux augmente au fil des années et ta maison est garantie par la valeur, ton prêt est garanti par la valeur de ta maison. Voilà. Donc, quand le marché se portait très bien, la valeur de la maison, comme on le voit ici en Côte d'Ivoire ou bien dans certains pays africains, qui sont des marchés qui sont très jeunes, la valeur de la maison prend de la valeur au fil des années. Donc, ces petits malins-là se disaient que, puisque la valeur de la maison augmente au fil des années, ce qu'on leur permettait, c'était de pouvoir se refinancer sur le gap de garantie que leur offrait l'augmentation de la valeur de leur maison. Et c'est ce qui s'est passé au fil des années jusqu'à ce qu'un jour, il soit complètement exténué et que le marché immobilier commence à fléchir. Donc, que la maison perde de la valeur d'une année à une autre. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Et c'est là que les foyers à faible revenu se sont retrouvés dans de gros problèmes de remboursement. Ils n'ont pas pu rembourser ces prêts-là. Et c'est là que certains ont abandonné leur maison, ils ne remboursaient plus le prêt. Et le plus grave, c'est que ces banques qui avaient mis en place ces prêts immobiliers pour les faibles revenus ont créé des instruments financiers autour de ces prêts-là. Donc, on titrisé ces prêts-là et ont revendu ces différentes dettes-là à travers le monde, sur la bourse, à travers les instruments financiers. Donc, il y a des gens qui ont investi leur retraite dans ces instruments financiers-là. Il y a des pays qui ont investi d'énormes capitaux dans ces instruments financiers et que lorsque la bulle a explosé, toutes ces personnes-là ont perdu leur argent. Et c'est ce qui s'est passé pendant la crise des subprimes. Et ça a été une crise tellement grave que ça a créé même en griffe la faillite d'un pays qui est la Grèce. Et c'est cette crise-là qui a donné l'idée aux concepteurs des crypto-monnaies de la blockchain de pouvoir mettre en place cette monnaie-là. Donc, pour eux, on ne pouvait plus faire confiance au système monétaire en place. On ne pouvait plus faire confiance comment on peut dire là, aux tiers de confiance, comme on les appelle, les banques, les États et autres. Donc, pour eux, il fallait créer un instrument financier, il fallait créer une monnaie ou bien un moyen d'échange qui puisse bypasser ou bien supprimer, qui puisse supprimer tous ces tiers de confiance-là et un instrument qui pourrait être vraiment décentralisé. Et c'est là qu'est née l'idée de la blockchain et de la crypto-monnaie. Donc, qui exactement a créé la crypto-monnaie? C'est la première crypto-monnaie, comme peut-être beaucoup le savent, c'est le Bitcoin. Et celui qui l'a créé, c'est une personne ou un groupe de personnes qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Donc, Satoshi Nakamoto, un matin, pendant plusieurs mois, s'est dit qu'on ne pouvait plus faire confiance dans le système et qu'il fallait la liberté. Parce que le principe était basé sur la psychologie ou bien
était basé sur les principes d'un groupe qu'on appelle les cypherpunks. Donc, les cypherpunks, ce sont de grands cryptographes, de grands informaticiens, développeurs qui ont une mentalité de liberté, au fait. Pour eux, il faut qu'on redonne la liberté, le choix et la protection de la vie privée aux hommes. Parce qu'actuellement, d'après eux, on ne peut pas cacher sa vie privée et tout, on est complètement embrigadé par un système que nous ne maîtrisons pas. Pour eux, c'est lui qui contrôle votre argent, contrôle votre vie. Et ce sont les banques et les États qui contrôlaient l'argent et donc contrôlaient la vie. Et pour eux, il faut redonner, leur philosophie, c'est de redonner le pouvoir au peuple, redonner le pouvoir aux citoyens lambda comme nous, redonner le pouvoir sur leur argent. Et en redonnant le pouvoir sur leur argent, sur leurs moyens de paiement par un système qui serait complètement libre, alors on redonnerait le pouvoir de ces personnes-là sur leur vie. C'était ça la philosophie qui était basée, sur laquelle est basée la blockchain et la crypto-monnaie. Donc, le 31 octobre 2008, Satoshi Nakamoto a livré le livre blanc de la blockchain et du Bitcoin. Donc, la crypto-monnaie, il expliquait un peu tout ce que ça allait faire, tout ce que ça allait apporter au monde. Donc, la crypto-monnaie, c'est quoi? C'est un nouveau type de monnaie. Donc, c'est une monnaie numérique qui est entièrement dématérialisée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de billets, qu'il n'y a pas de pièces. Et c'est une monnaie qui vit essentiellement et entièrement, exclusivement sur le réseau Internet. Ça veut dire que ces monnaies-là ne peuvent disparaître que si Internet disparaît, alors que c'est quelque chose de presque impossible. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ces monnaies-là, quand on a un moyen de change, un moyen de paiement et tout ça, ce qu'on veut, c'est d'avoir la sécurité. Donc, ces monnaies sont protégées par de la cryptographie. Au lieu d'être protégées par des banques ou bien des institutions, ces monnaies-là sont plutôt protégées par du code, par de la cryptographie. Et une cryptographie qui est très, très complexe. Ensuite, on ne peut pas dépenser simultanément deux fois la monnaie. Ça veut dire quoi? Avant, lorsqu'on avait des actifs numériques, la problématique qu'on avait, c'était de pouvoir prouver que lorsque moi, je t'envoie quelque chose de numérique, je ne peux pas garder une copie chez moi. Et c'était le problème pour la mise en place. C'est ce qui avait créé le problème de toutes les personnes qui avaient voulu mettre en place des monnaies numériques. Ils ne pouvaient pas régler le problème de la double dépense. Et c'est ce problème qu'a réglé Satoshi Nakamoto à travers la mise en place du Bitcoin. Donc, aujourd'hui, depuis 2008, avec la mise en place du Bitcoin, lorsqu'on envoie un Bitcoin à quelqu'un, ce Bitcoin-là n'est plus chez nous, comme en banque. Et c'est à cette unicité ou bien cette unicité de Bitcoin-là, cette impossibilité de double dépense-là est assurée par le système et assurée par le code. Et c'est un réseau, c'est une monnaie qui est basée sur un réseau distribué. C'est ce qu'on appelle un réseau de pair à pair. Ça veut dire qu'on échange directement d'une personne à une autre, pas d'une personne à une banque ou bien un tiers de confiance à une autre. Mais aujourd'hui, si moi je veux t'envoyer de l'argent ou bien des crypto-monnaies, je vous envoie des crypto-monnaies directement. Ça, c'est ce qui se passe avec les crypto-monnaies. Et la crypto-monnaie est sans frontières. La crypto-monnaie nous permet aujourd'hui de pouvoir vraiment avoir des monnaies qui sont sans frontières. Quand on dit sans frontières, ça veut dire qu'il n'y a pas... Aujourd'hui, moi, j'ai mes francs CFA sur moi. Je ne peux pas prendre mes CFA et partir en France dépenser mes CFA. Le CFA n'est pas reconnu en France. Aussi bien que l'euro, par exemple, est reconnu ici à Abidjan, aussi bien le CFA n'est pas reconnu en France. Je ne peux pas aller aux États-Unis et dépenser, même au Ghana qui est à côté de la Côte d'Ivoire, si je ne peux pas aller avec mes francs CFA et les dépenser dans un marché. Si j'ai un Bitcoin, le Bitcoin est le même en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en France, au Ghana, au Nigeria, etc. Je vais demain au Ghana ou au Nigeria, quelqu'un, comment on peut dire là, vend comment on peut dire, de la nourriture, quoi, achète des bitcoins, je paye en bitcoin directement, il n'y a pas de souci. Et je peux envoyer de l'argent à travers le monde en moins de 10 minutes, là où les banques prennent à peu près 3 jours pour faire des virements. Donc, c'est une invention c'est un bijou de technologie. Si vous lisez le livre blanc, que vous comprenez ce qui a été fait avec cette invention-là, vous allez comprendre que c'est quelque chose d'inédit,
c'est vraiment extraordinaire. Et après, on pourra en parler beaucoup plus profondément. Donc, on va parler maintenant de la blockchain rapidement. Donc, c'est quoi la blockchain? La blockchain, c'est le socle sur lequel sont basées les crypto-monnaies. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas vous parler. Ah oui, c'est possible Oui, de allô? poser une question maintenant? Oui, oui. C'est qui? Gildas. OK. En fait, j'aimerais revenir sur la notion de monnaie et OK. son pendant qui est le Bitcoin. Ouais. Normalement, tu passais par les notions de troc et autres. Tu disais, par exemple, ce qui constituait l'argent à une certaine époque. C'était, par exemple, ton bœuf, tes courris, ton or, etc. On est C'est d'accord? ça. Mhm. Maintenant, dans le concept de la blockchain et du Bitcoin, comment Mhm. est-ce que, quel élément j'utilise qui constitue la valeur qui me permet d'obtenir ce Bitcoin-là? OK. Au fait, l'élément que tu utilises pour pouvoir mesurer le Bitcoin, aujourd'hui, on est tous dans un système qui est déjà régi par les monnaies qu'on appelle les monnaies fiat. Tu vois, les monnaies fiat, bon, c'est dans le langage un peu des crypto, dans le langage crypto-monnaie. Les monnaies fiat, c'est l'euro, le dollar, etc. Donc, ces monnaies fiat-là, le Bitcoin, la valeur du Bitcoin est adossée, comment on peut dire là, est calculée en fonction de ces monnaies fiat-là. Donc, aujourd'hui, par exemple, on dit qu'un Bitcoin vaut à peu près, aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près 54 000 dollars. Donc, on base la valeur d'une crypto-monnaie, on la mesure à partir de quelque chose qui existe dans l'économie commune. Donc, ce qu'on appelle les monnaies fiat, qui sont là depuis des centaines d'années. Donc, Ok. aujourd'hui, ce bitcoin-là est évalué en fonction de ces monnaies fiat. Et aujourd'hui, si tu veux acheter une marchandise, par exemple, avec du bitcoin, ce qui se fait, il y a PayPal comment on peut dire là, qui a ouvert depuis hier le fait de pouvoir acheter avec des bitcoins. Donc, par exemple, si tu veux acheter un ordinateur qui coûte 1 million de francs CFA, ça te fait 1500 euros, par exemple. 1500 euros, normalement, ces 1500 euros-là ont une valeur en bitcoin. Ça va faire peut-être 0, quelque chose bitcoin. Et quand tu vas aller faire, actuellement au Salvador, par exemple, on peut payer avec des bitcoins. Donc, chez le vendeur, tu vas avoir 0,001, par exemple, bitcoin. Et avec le code QR ou bien avec l'adresse, la clé publique de ce vendeur-là, tu achètes avec le bitcoin. Mais forcément, comme dans le commun du mortel actuellement, ce sont le cerveau même humain est habitué au fiat, donc aux monnaies fiduciaires qu'on a. Le système a préféré évaluer donc les crypto-monnaies et les adosser à leur valeur en les calculant à partir de la valeur de ces monnaies-là. Donc, c'est comme ça qu'on a la valeur du Bitcoin ou bien des autres crypto-monnaies même en général. C'est bien noté, merci. Donc, parlons de la blockchain. Je vais résumer ce que c'est que la blockchain en parlant simplement d'un cas d'usage que tout le monde peut rencontrer. Donc, on est dans un immeuble. Voilà. On est dans un immeuble et on a plusieurs appartements. Nous tous, nous vivons dans cet immeuble-là. Et on arrive à un moment où moi, je suis dans l'immeuble et il y a Gildas qui vient de poser une question. Moi, je vais utiliser son prénom. Donc, il y a Gildas qui vient chez moi et qui me demande, par exemple, un prêt de 100 000 francs. Donc, ce qu'on faisait avant, c'est que si Gildas me demande un prêt de 100 000 francs, moi, je vais écrire dans mon cahier, en lui donnant les 100 000 francs, je vais écrire dans mon cahier que Gildas me doit 100 000 francs. Et Gildas, normalement, doit écrire dans son cahier aussi qu'il me doit 100 000 francs. Et Gildas m'a dit qu'il allait me rembourser dans une semaine. Une semaine arrive, Gildas me dit qu'il m'a déjà remboursé et qu'il ne reconnaît même pas avoir pris 100 000 francs avec moi. Coach, Donc, désolé, mais le son est très bas actuellement. attends, une minute, excusez-moi. Je vais régler ça. Allô, allô? C'est mieux?
Allô? Oui, Vous entendez mieux? Vous entendez mieux? bon, allons-y, allons-y. Ok, ok. Oui, c'est bon maintenant. Ok. Donc, ce qui se passe. Ouais, ok, merci. Donc, ce qui se passe, c'est que on est dans un immeuble, comme il est dit, Gildas me doit 100 000 francs. Donc, Gildas me doit 100 000 francs. Ce qui se passait avant, on a écrit, Gildas est venu contester, il dit qu'il me doit plus 100 000 francs. Donc, lui, il va pas me donner mes 100 000 francs. Donc, si on part en justice, ça sera sa parole contre moi, ma parole. C'est ce qui s'est passé avant. Donc, on a eu plusieurs cas comme ça, par exemple, dans l'immeuble. Et on s'est dit, bon, au lieu d'avoir tous ces cas-là, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre quelqu'un, désigner quelqu'un dans l'immeuble à qui sera pour nous quelqu'un de confiance, chez qui on va aller faire les transactions et qui aura, lui, son livre. Et c'est s'il dit que Gildas me doit 100 000 francs, Gildas me doit 100 000 francs. Donc, on a pris Sophie, par exemple, qui était la personne de confiance dans l'immeuble. Donc, ce qu'on faisait, c'est que chaque fois que quelqu'un doit prendre un prêt, on va chez les deux protagonistes vont chez Sophie, on fait la transaction et Sophie écrit dans son livre, voilà, Erwin a pris 200 000 francs chez Sephora, etc. Donc, c'était Sophie qui était notre tiers de confiance. Et on avait vraiment confiance en Sophie. Mais ce qui s'est passé, c'est que Sophie, au fur et à mesure que ça augmentait, que les transactions augmentaient, Sophie a commencé à dire qu'elle ne pouvait plus faire ce travail-là gratuitement. Il fallait lui payer des commissions sur les transactions parce que ça lui prenait du temps. Donc, elle a commencé à prendre des commissions. Ce qui s'est passé aussi, c'est que Sophie a pensé qu'elle avait tout le pouvoir. Donc, les week-ends, on ne peut plus faire des transactions. Sophie part en voyage avec les commissions qu'on lui a données. Lorsque Sophie est fâchée, elle ferme sa porte, personne ne peut plus faire de transactions. Et Sophie a commencé à prendre la grosse tête. Et c'est ce qu'on a vu avec le système bancaire. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est assis un jour, ça je le raconte de manière comme une histoire. On s'est assis un jour sous la palable de la cité, de la résidence, et on s'est dit, mais au lieu qu'on ait Sophie qui soit notre, comment on peut dire, la personne, au lieu que ce soit Sophie qui soit la personne qui va avoir toute cette responsabilité-là, au lieu que ce soit ça, pourquoi ne pas nous-mêmes faire ça, nous tous? Et le problème avec Sophie, c'est que le jour où quelqu'un veut aller changer quelque chose dans le registre, il suffit juste de casser la porte de Sophie, on va dans le placard, on prend, on change. Ou bien on prend, on vole même le cahier et c'est fini. On s'est dit, pourquoi ne pas s'asseoir et chaque fois que quelqu'un veut faire une transaction avec un autre, tout le monde s'assoit, tout le monde a un cahier, chacun un cahier, et tout le monde écrit cette transaction-là en même temps dans son cahier. Ça veut dire que tout le monde a l'information en même temps et tout le monde a toutes les transactions, tout le monde devient le tiers de confiance de tout le monde. Dans un tel système, normalement, personne ne peut gagner, ne peut avoir d'intérêt à tricher. Donc, c'est ce que la blockchain fait. Avec la blockchain, on est passé d'un système centralisé qui était vraiment un système centralisé dans le monde entier, à un système décentralisé. Et on n'était pas encore arrivé vraiment au système de blockchain. On est arrivé au système de blockchain à un système distribué. Ça veut dire que tout le monde, toutes les personnes qui sont dans le système et qui veulent participer au système peuvent participer au système. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand on prend la blockchain du Bitcoin, tout le monde, aujourd'hui, moi, je peux aller dire que moi, je vais être un valideur des transactions de Bitcoin. C'est ce qu'on appelle les mineurs. Donc, tout le monde a l'information en même temps. Avec la blockchain, tout le monde a l'information en même temps. Ça veut dire qu'il y a la transparence. Tout le monde sait quelles sont les transactions qui ont été mises en place. Tout le réseau est au courant. Aujourd'hui, vous parlez sur blockchain.com, vous savez toutes les transactions qui ont été faites sur les bitcoins, combien a été envoyé à telle adresse, combien a été reçu, vous avez toutes les informations en même temps. Ce réseau-là est sécurisé. Il est sécurisé, par exemple, par déjà la cryptographie qui permet de pouvoir sécuriser le réseau de la blockchain et aussi par ce qu'on appelle le minage qui permet de pouvoir créer même les blockchains. Et ce qui donne la valeur même à la blockchain, c'est vraiment le fait que ce soit transparent, distribué, partagé. Et ça c'est quelque chose de très, très rapide. Vous voyez. Donc, ce qui se passe avec la blockchain, comme on l'a dit, la blockchain, c'est
un registre, comme je l'ai expliqué là, qui ne peut pas être falsifié ni modifié. Donc, vous voyez vraiment quelle est l'utilité de la blockchain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on inscrit une information ou une transaction dans une blockchain, on ne peut pas la modifier. On ne peut pas la modifier sans attirer l'attention du réseau et sans créer même le rejet de la transaction par le réseau. Donc, c'est quelque chose de sécurisé, de transparent et de distribué et de centralisé. Et c'est que beaucoup m'ont dit, mais on dit que la blockchain est sécurisée, etc. Mais on a entendu plusieurs fois des gens dire qu'il y a eu du hack, des gens ont volé des bitcoins, etc. C'est un problème complètement différent qui n'a rien à voir avec la blockchain. Ça a à voir avec les tiers, par exemple, de confiance chez qui on garde nos crypto-monnaies. La dernière fois, il y avait parlé des SEX. Ça a été une des questions, même les centralized exchange. Donc, les exchanges centralisés. Et les decentralized exchange, par exemple. Les exchanges décentralisés. Donc, quand vous gardez vos bitcoins sur un centralized exchange, par exemple, ça veut dire que vos bitcoins, vous les avez sur votre compte de cet exchange-là, mais en griffe, il ne vous appartient pas. Parce qu'on ne dit que votre bitcoin ne vous appartient que lorsque vous avez la clé privée qui donne accès à cette crypto-monnaie-là. Et lorsque vous gardez votre argent sur Binance ou bien sur Gate.io, etc., la clé privée est détenue par ce tiers de confiance-là. Ce n'est pas vous qui détenez la clé privée. Donc, en griffe, l'argent vous appartient, mais il ne vous appartient pas vraiment en termes de crypto-monnaie. Il vous appartient comme dans l'ancien système où vous laissez votre argent en banque. Mais dans la philosophie crypto-monnaie, l'argent ne vous appartient pas vraiment parce que vous n'avez pas la clé privée qui donne accès à ces bitcoins-là. Donc, lorsque quelque chose est centralisé, comme on l'a dit, il est sujet et il est plus facile de pouvoir le hacker et de pouvoir pirater cette chose-là. C'est ce qui s'est passé avec toutes ces fuites de bitcoin, etc. C'est pourquoi on va le voir dans les prochaines slides, tout ce qui est cold wallet, etc., pour pouvoir sécuriser vos crypto-monnaies. Donc, la blockchain, c'est un registre centralisé, distribué, qui est transparent et qui est sécurisé. Et en plus, il est immuable et on ne peut pas le modifier. Donc, quels sont les avantages de la blockchain? Qu'est-ce que ça apporte vraiment à nos vies aujourd'hui? La blockchain aujourd'hui a la capacité de fournir au réseau et aux organisateurs de la sécurité, comme on l'a dit, a la capacité d'apporter au réseau de la transparence, comme on a dit, de la responsabilité, parce que normalement, chacun est responsable de l'argent qu'il détient. Aujourd'hui, si vous mettez votre argent sur votre cold wallet, donc votre hardware, et que vous perdez votre clé privée ou bien votre phrase, votre code de 12 mots, alors votre crypto-monnaie est perdue à jamais. Personne ne peut venir vous la récupérer, c'est impossible. Donc, on donne la responsabilité à chacun de pouvoir vraiment être responsable de son argent, de la détention de son argent dans le système crypto-monnaie et de la blockchain. Et cette technologie-là renforce la confidentialité et puis supprime le besoin de confiance. Donc, la mise en place de la blockchain par Satoshi Nakamoto là, a permis de résoudre un problème mathématique qu'on appelle le problème ou bien le dilemme des généraux byzantins. Vous pouvez faire des recherches sur Internet ou bien je pourrais envoyer les explications après en semaine sur le. Vous allez comprendre comment est-ce que la blockchain a résolu plusieurs problèmes mathématiques et insolvables avant de pouvoir être mise en place. C'est pourquoi je dis que c'est un bijou de technologie. Et franchement, quand on le comprend, quand on la comprend, on se dit waouh, il faut que je m'y investisse, il faut que je comprenne parce que c'est l'avenir. Et pour moi, la blockchain détient une partie de l'avenir du monde entier, du système monétaire, mais pas seulement. Parce que la blockchain sera un disrupteur de beaucoup de secteurs. Donc, comment se passe une transaction, par exemple, blockchain? Ça, on l'a expliqué. Moi, je désire envoyer des bitcoins, par exemple, à B. La transaction, quand j'envoie cette information-là avec l'adresse publique de B, automatiquement, elle est insérée dans la blockchain, dans un bloc de la blockchain. Et lorsque ce bloc, l'information est transmise à ce bloc, le bloc est transmis à chacun des membres du réseau. Pour le Bitcoin, par exemple, nous avons des milliards de participants, des millions de participants, donc d'ordinateurs qui reçoivent l'information en même temps.
et qui sont chargés de vérifier cette transaction-là. Là où une banque peut vérifier avec peut-être 100 ou 150 ordinateurs, le Bitcoin et la blockchain vérifient une transaction avec des millions d'ordinateurs de façon simultanée en même temps. Et il le fait au plus 10 minutes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'envoie de l'argent à travers une blockchain, un Bitcoin à quelqu'un aux États-Unis, il le reçoit, ce Bitcoin-là, en moins de 10 minutes. Alors que dans le système normal, il recevrait de l'argent en 3 jours au moins. Donc, c'est ce qu'apporte la blockchain et les crypto-monnaies. Donc, lorsque tout le monde reçoit, tout le monde fait une compétition pour pouvoir valider la transaction. Et celui qui arrive à valider la transaction, alors, il est rémunéré en Bitcoin. C'est là qu'on crée chaque fois qu'un bloc est validé avec un nombre de transactions bien défini, ça génère automatiquement un Bitcoin qui est remis à celui qui a validé cette transaction-là, donc qui est un mineur. Donc, le Bitcoin rémunère les participants à son système. C'est pourquoi on dit que c'est un système vraiment de partage. Et à la fin de la validation, il y a le nouveau bloc qui s'ajoute et automatiquement, la personne reçoit ses Bitcoins. Donc, l'écosystème Bitcoin aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment très, très large. Il y a aujourd'hui les exchanges dont j'ai parlé. Il y a 216 compagnies, par exemple, d'exchanges qui font de l'achat et de la vente de crypto-monnaies. Donc, on a Coinbase, Binance, Bigstep, etc., Kraken, tout ça. Il y a du mining. Donc, il y a des sociétés qui se sont spécialisées dans le mining. Donc, aujourd'hui, par exemple, les États-Unis sont les numéros 1 en termes de minage de crypto-monnaies. On a aussi, par exemple, le Kazakhstan. On avait avant la Chine, mais qui a interdit le minage à cause du yuan numérique. Donc, le minage, c'est quelque chose qui fait appel à beaucoup d'électricité et aussi à de très fortes capacités des ordinateurs. Là où il y a 8 ans, on pouvait utiliser notre ordinateur personnel normal pour pouvoir faire du minage. Aujourd'hui, on ne peut plus. Il faut des installations vraiment très énergivores pour pouvoir faire du minage. Ensuite, on a les wallets, donc les portefeuilles crypto-monnaies. On a des sociétés qui s'appuient sur les crypto-monnaies pour faire du paiement. Donc, on a 107 sociétés. Par exemple, on a Bitcoin Payflow, on a Monero, BitPay, etc. On a des financial services qui sont basés sur les crypto-monnaies ou le Bitcoin. On a des infrastructures qui sont basées sur le Bitcoin. On a des blockchains d'innovation. On a du big data. La blockchain, c'est quelque chose qui va disrupter tous les systèmes. Par exemple, il y a le Ghana qui a mis son cadastre sur une blockchain. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas vendre le même terrain 2 fois. Aujourd'hui, il y a la Sierra Leone, par exemple, qui a fait un test de vote sur la blockchain. Donc, aujourd'hui, imaginez dans nos pays africains qu'on puisse faire des votes sur blockchain avec nos identités numériques. Ça veut dire que pendant que le vote se passe, on sait qui est en avance, on sait quels sont les votes qui ont été faits en faveur de telle personne. Et à la fin du vote, tout le monde sait qui a gagné et c'est transparent. Tout le monde est au courant en même temps et tout le monde est sûr que c'est la personne qui a gagné. Donc, les blockchains, il y a plusieurs types de blockchains. Il y a les blockchains publiques comme Bitcoin, comme Ethereum, Ripple, etc. Il y a des blockchains semi-privés, il y a des blockchains privés. Donc, aujourd'hui, il y a des consortiums comme les blockchains privés, il y a Hyperledger, il y a les hybrides qui sont les Dragon Chain, par exemple. Donc, il y a des banques ou bien même des sociétés d'agroalimentaire, donc comme Carrefour et puis d'autres sociétés qui se mettent ensemble, qui créent des consortiums pour créer des blockchains sur lesquels ils peuvent suivre tout ce qui est origine de l'alimentation, de la nourriture qu'ils vendent à leurs consommateurs. Donc, ça, on a fini avec la blockchain. Donc, on va aller rapidement, il n'y a plus beaucoup de temps sur la blockchain parce que c'est la base. Quand vous comprenez l'utilité de la blockchain, vous comprenez alors l'utilité des crypto-monnaies. Si vous n'avez pas compris l'utilité de la blockchain, vous ne pouvez pas comprendre l'utilité de la crypto-monnaie. Moi, je ne veux pas des gens ici qui vont aller investir pour faire du pari, du gambling ou bien du jeu du hasard. Moi, je veux des gens qui vont investir parce qu'ils comprennent ce dans quoi ils s'investissent. C'est pourquoi je prends ce temps-là pour vous expliquer gratuitement les bases, les fondements de ce pourquoi on est là aujourd'hui, qui sont les crypto-monnaies. Et quand on comprend la blockchain et le bijou de technologie et l'inventivité, l'innovation de cette création-là, franchement,
on ne peut que se dire que tout ce qui est basé sur la blockchain a un avenir. Et c'est le cas des crypto-monnaies. Donc, on va rapidement parler d'une crypto-monnaie qui est le Bitcoin. Donc, le Bitcoin qui est vraiment ce qu'on appelle la reine des crypto-monnaies. Et dans notre groupe, dans le monde crypto-monnaie, on a des gens qu'on appelle les maxi. Les maxi, ce sont les ultra Bitcoin. Pour eux, la seule crypto-monnaie qui existe, c'est le Bitcoin. Toutes les autres crypto-monnaies, c'est du n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. C'est le Bitcoin seulement qui a lieu d'exister. Tout le reste n'a pas de valeur. Mais pour moi, je n'ai pas cette conception des choses-là parce que je pense que chacune des crypto-monnaies a une utilité. Donc, c'est quoi le Bitcoin? Le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie qui a été créée en 2009. Et le Bitcoin, son utilité, c'est de pouvoir faire des transactions de pair à pair. Donc, servir vraiment de monnaie d'échange. Donc, monnaie pour payer des choses, etc. Et le Bitcoin a été créé en 2009, comme je l'ai dit, à la suite de la crise financière dont on a parlé au début de ce live-là. Et il a été créé par quelqu'un ou bien un groupe qu'on appelle Satoshi Nakamoto. Et il a lancé le Bitcoin et en 2010, il a disparu. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui est Satoshi Nakamoto. On ne sait pas où il vit, qui il est exactement. Et je vous assure que cette personne-là, ou bien ce groupe-là, n'a pas créé le Bitcoin pour se faire de l'argent. Pour preuve, aujourd'hui, il y a l'adresse publique de le compte Bitcoin de Satoshi Nakamoto qui est public, on sait combien il y a dedans et on sait quelles sont les transactions qui ont été faites. Depuis 2010, ce compte-là n'a pas bougé. Et il y a 1 100 000 bitcoins dans ce compte-là. Et depuis 2010, ça fait 11 ans que ce compte-là n'a pas été débité. Rien n'a bougé sur ce compte. Et aujourd'hui, il a une valeur d'à peu près 54 milliards de dollars. Imaginez-vous, je pense que vous et moi, si on avait fait cette création-là et qu'on avait 54 milliards de dollars sur ce compte, on allait faire au moins des débits de 100 000 dollars par jour hein, pour acheter des choses ou même se faire un peu plaisir quand même. On n'a pas réfléchi à tout ça. Mais lui, il a fait vraiment ça parce qu'il était un idéaliste, parce qu'il voulait donner la liberté au peuple. Et pour lui, mettre à la disposition quelque chose, sans lui, ça marche, ça évolue et ça grandit. Quelque chose qui allait être libre, quelque chose qui allait être partagé, quelque chose qui allait être open source, quelque chose qui allait être, on peut dire là, qui allait être vraiment, vraiment une libération. La liberté du peuple par le peuple et pour le peuple. Une monnaie qui allait être créée par nous et utilisée par nous. Ça veut dire nous, quand je dis nous, je parle du système, je parle de la communauté. Aujourd'hui, je peux aller me mettre dans le truc, faire du minage et être rémunéré en Bitcoin. Donc, ce qui donne la valeur du Bitcoin, c'est que contrairement à la monnaie fiat, le Bitcoin a un nombre limité. La monnaie fiat est illimitée, il n'y a pas de frein. On peut tourner la planche à billets comme on a parlé au début et faire sortir des dizaines de milliards, il n'y a pas de frein. Comme ce qui a été fait aux États-Unis actuellement qui crée l'hyperinflation. Et quand on dit hyperinflation, on parle de perte de la valeur de la monnaie automatiquement. Le Bitcoin, il n'y aura pas plus de 21 millions de Bitcoins qui seront créés. C'est dans le code, c'est écrit, ça ne changera pas. Or, quand on commençait l'économie, pour certains, pour ceux qui ont fait l'économie, le principe fondateur de l'économie, c'est quoi? C'est tout ce qui est rare et cher. Et pour moi, le Bitcoin est rare parce qu'il n'aura que 21 millions. Et au fur et à mesure, l'adoption des crypto-monnaies le taux d'adoption croît de 130% par an. Donc, au fur et à mesure, les gens vont être de plus en plus intéressés par les crypto-monnaies, par les bitcoins surtout. Et plus les gens vont demander, et le bitcoin aura forcément à une limite, donc quelque chose qui a une limite qui ne croît plus, face à une demande qui va croître de façon exponentielle, forcément, la loi de l'offre et de la demande fait que le bitcoin va exploser forcément. Le coût du bitcoin va forcément grimper parce que tout ce qui est rare est cher et le bitcoin va se rarifier au fil des années. C'est pourquoi je crois que le bitcoin, forcément, pour cette monnaie, crypto-monnaie spécifique-là, moi, j'investis sans forcément regarder au prix parce que je sais que sur le long terme, ça va monter. Et demain, le bitcoin, pour moi, c'est la monnaie de l'avenir. Et demain, ceux qui vont posséder des bitcoins, je pense qu'ils seront une race ou bien un groupe spécifique parce qu'ils auront quelque chose qu'aujourd'hui, même des économistes appellent l'or numérique.
à cause de sa rareté. Ensuite, comment le Bitcoin fonctionne? On l'a vu, ça passe par la blockchain et c'est distribué directement sur le réseau de pair à pair. On ne va pas s'attarder dessus. Et lorsqu'on fait un envoi de Bitcoin, c'est similaire à un envoi de mail. Donc, vous avez l'adresse de Bitcoin de la personne, l'adresse Bitcoin de la personne qui commence par 1, 3 ou BC1. Et lorsque vous avez cette adresse-là, il suffit juste d'aller dans votre application, vous entrez cette adresse, vous entrez le nombre de Bitcoin que vous voulez lui envoyer. Quand vous cliquez, automatiquement, dans les 10 minutes qui suivent, la personne reçoit ses Bitcoins directement. Et chaque utilisateur possède une adresse Bitcoin unique qui permet de l'identifier de façon unique et d'identifier son compte Bitcoin et qui lui permet d'envoyer et de recevoir. Donc, il y a deux types de clés. On parle de clés publiques et de clés privées. La clé publique vous permet de recevoir des crypto-monnaies, du Bitcoin, et la clé privée vous permet d'envoyer des Bitcoins. Donc, c'est comme si la clé privée, c'était comme un mot de passe à votre compte pour pouvoir le débiter. Et la clé publique, c'était comme votre RIB pour pouvoir recevoir de l'argent. Donc là, vous pouvez le partager à tout le monde. Mais la clé privée, il faut que ce soit vous-même qui l'ayez, que vous la possédiez avec vous-même. Donc, comme je l'ai expliqué, il y a plusieurs manières de pouvoir détenir ces bitcoins, mais sa crypto-monnaie. On a tout ce qui est wallet, donc on a les hot wallets et les cold wallets. Les hot wallets, ce sont les wallets, ça veut dire un wallet numérique, comme Trust Wallet et autres, que vous installez sur vos téléphones pour pouvoir détenir des crypto-monnaies. Et ces wallets-là sont exposés à Internet. Et tout ce qui est exposé à Internet est exposé à des risques de piratage. Donc, on a aussi les cold wallets. Donc, les cold wallets, c'est vraiment c'est comme une clé USB, un ledger vraiment physique sur laquelle vous détenez votre clé privée et vous détenez l'autorisation de pouvoir faire des débits ou même des crédits. Donc, c'est vous-même qui détenez votre crypto-monnaie. Et comment on peut dire là, allez détenir des crypto-monnaies aussi sur des plateformes d'échange centralisées, vous pouvez le faire parce que ça donne aussi quelquefois, il y a des avantages et des inconvénients de tout, mais il est le mieux pour pouvoir profiter à fond du système de la finance décentralisée. C'est vraiment de pouvoir avoir son cold wallet, à détenir ses propres clés privées et puis travailler aussi sur la finance décentralisée. On verra ce que c'est que la finance décentralisée dans d'autres masterclass. Ensuite, on va faire, la plupart du temps, certains confondent Bitcoin, blockchain. Donc, on va montrer un peu la différence entre blockchain et Bitcoin. Donc, le Bitcoin, comme on l'a dit, c'est un résumé, c'est une monnaie numérique, c'est un actif financier qui est négociable. C'est la première et la plus populaire des crypto-monnaies. Il a un code open source, il est public, il est décentralisé. La blockchain, c'est une grande base de données distribuée. C'est un registre digital qui enregistre des informations, laquelle on enregistre des informations, des dossiers, et on peut enregistrer tout type de données numériques. Et on a plusieurs cas d'usage pour la blockchain. Donc, on a les cas d'usage de transactions financières, on a tout ce qui est identification des personnes, donc identité numérique, on a les registres cadastraux comme ce que le Ghana a fait, on a les votes comme le Sierra Leone, on a la gestion des marchés, on a l'assurance, donc avec les smart contracts, on a le play to earn, donc on en parlera. Actuellement, ça fait un boom, donc jouer à des jeux vidéo et gagner des crypto-monnaies derrière. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément d'aller acheter des crypto-monnaies avec son argent, mais on peut jouer à des jeux vidéo aujourd'hui, oui, et on gagne des crypto-monnaies derrière, comme dans Decentraland, dans Sandbox, etc. On a aussi tout ce qui est métavers, NFT et autres, tout ça, qui sont des manières aussi de gagner de l'argent avec des crypto-monnaies ou bien sur la base de cet écosystème-là des crypto-monnaies. Donc, quelle est la différence entre la crypto-monnaie et ce qu'on appelle les monnaies fiat? Les monnaies fiat, c'est le dollar, l'euro, le CFA, etc. Donc, la crypto-monnaie est décentralisée. Il n'y a pas de banque centrale derrière qui en détient le contrôle. C'est un réseau de pair à pair. Ça veut dire que je peux échanger ces crypto-monnaies-là avec mon ami sans passer par une validation d'un tiers. Et aussi, il y a une offre qui est contrôlée et limitée, qui est le contraire des monnaies fiat. Donc, la monnaie fiat, elle est centralisée par les banques centrales. Elle est contrôlée par le gouvernement. Donc, le gouvernement fait ce qu'il veut avec cette monnaie-là. Elle n'est pas rare, ce qui crée l'inflation, donc la perte de la valeur de cette monnaie. Et il y a une offre illimitée. On va toujours
tourner la planche à billets au fil des années pour pouvoir augmenter la masse monétaire. Donc, ce qui fait qu'à terme, ça peut créer de l'inflation. Et puis, si ce n'est pas bien maîtrisé, ça peut faire perdre la valeur à cet argent. Et les applications, les domaines d'application des crypto-monnaies, donc depuis la création de Bitcoin, il y a des milliers de cryptos qui ont été créés et elles ont différentes applications. Et avant d'investir, il faut s'assurer de DIOR. Ça, c'est un terme dans le monde de la crypto-monnaie. Donc, c'est do your own research. Ça veut dire fais tes propres recherches. Ne te base pas sur ce que Erwin a dit, ne te base pas sur ce que quelqu'un de YouTube a dit, ne te base pas sur ce qu'un article a dit, mais base-toi sur ce que toi-même tu as pris la peine de vérifier et de pouvoir contrôler avant d'investir. Donc, il y a les domaines d'application, les moyens de paiement, la confidentialité, les plateformes et infrastructures. Donc, il y a les dApps, ce sont les Decentralized Apps. On en parlera après, les contrats intelligents. Il y a des cas d'usage dans la logistique, dans le stockage décentralisé, pour pouvoir limiter tout ce qui est piratage. Dans les jeux et divertissements, comme on a dit, le play to earn, les NFT, dans la fintech, c'est vraiment illimité le pouvoir et les cas d'usage de la blockchain. Et pour finir, juste un petit clin d'œil à l'investissement dans la crypto, parce que peut-être certains vont commencer à investir la semaine prochaine, ça, moi, je ne sais pas. Donc, quelques astuces pratiques. Déjà, c'est de se doter d'un portefeuille. Donc, ça peut être un hard ou un soft. Donc, vous pouvez ouvrir des comptes sur Binance. Binance, vous pouvez regarder dans les trucs épinglés là. Vous aurez mon code de parrainage Binance. Ça vous permet d'avoir des réductions sur les commissions. Réduction de 5% sur les commissions de Binance, de gagner 5%. Et vous pouvez aussi aller sur Coinbase, Gate.io, ou bien aller même sur les DEX comme SushiSwap ou bien PancakeSwap, etc. Vous déposez de la monnaie fiat, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, les crypto-monnaies sont évaluées en fonction de monnaie fiat. Donc, vous êtes obligé d'acheter des crypto-monnaies avec de la monnaie fiat. Donc, avec des cartes prépayées, des virements SEPA pour ceux qui sont en Europe, des cartes bleues, etc. Et après avoir déposé de la monnaie fiat, vous pouvez acheter. Moi, ce que je fais, c'est que j'achète toujours des stablecoins et je positionne mes ordres d'achat en fonction de ce que je pense que le marché va faire descendre ou monter. Et je dors et ça fait les achats et les ventes de façon automatique. Donc, je préfère faire ça. Et il faut faire vos propres recherches pour éviter les scams, donc les arnaques. Il faut établir votre stratégie d'investissement et votre profil de risque. Parce que moi, mon profil de risque, ce que je suis prêt à risquer n'est pas ce que vous êtes prêt à risquer. Et il ne faut jamais investir quelque chose que vous n'êtes pas prêt à perdre. N'investissez pas toute votre épargne dedans, je vous en prie. Investissez des choses que vous êtes prêt à perdre parce que c'est quelque chose de très risqué. Et c'est pourquoi je prends mon temps pour vous informer, pour vous former, pour éviter que vous perdiez votre argent. Parce que vous pouvez perdre beaucoup autant que vous pouvez gagner beaucoup. Et à la fin, vous achetez la crypto souhaitée. Et pour sécuriser vos cryptos, vous pouvez utiliser les cold wallets, donc les ledgers physiques pour pouvoir sécuriser vos crypto-monnaies. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis merci. Je vais attendre les questions pendant 5 minutes. Il est déjà 20 heures. Je vais attendre les questions pendant 5 minutes. Et puis, s'il n'y a pas de questions, on va se dire, vous pourrez toujours poser des questions dans le groupe. Voilà. Ah oui. Oui. Ah oui. 2 questions, s'il te plaît, M. Gildas. OK. Tu peux revenir sur la définition des stablecoins. Et puis, j'aimerais avoir ton avis sur les CBDC, Central Bank Digital Currency, qui prennent OK. exemple. OK, ça marche. OK, donc, les stablecoins, c'est quoi exactement? Les stablecoins, ce sont des crypto-monnaies qui sont adossées, comme toutes les crypto-monnaies, qui sont adossées aux monnaies fiat. Mais ces crypto-monnaies-là ont une parité fixe avec le dollar ou bien l'euro. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a des stablecoins comme le USDC, qui est la stablecoin de Coinbase. On a le BUSD, qui est le Binance USD. On a l'USDT de Tether. Et ces stablecoins-là valent toujours $1. Tu vois, ça vaut toujours $1. Donc, si tu as peur de la volatilité des crypto-monnaies et que tu veux seulement détenir ces devises-là, c'est comme si tu détenais du dollar, en fait. Donc, lorsque le cours du dollar monte,
le cours du stablecoin aussi monte. Donc, par exemple, si tu avais acheté 10 dollars à 560 francs le dollar et que ça arrive à 580, c'est comme si tu avais gagné ces 20 points de dollars là en termes d'investissement. Donc, ça, c'est la première manière de gagner de l'argent avec les stablecoins. Et moi, j'aime bien utiliser le passage par les stablecoins parce que ça me permet de pouvoir positionner des ordres en fonction, par exemple, aujourd'hui, le Bitcoin est à 54 000. Et quand tu analyses, quand tu connais bien le marché, tu sais qu'au cours de la journée, il y a de fortes hausses et de fortes baisses. Donc, on peut être en moyenne à 54 000 aujourd'hui, mais dans la journée, le Bitcoin a pu partir à 50 000 et remonter à 54 000. Donc, moi, en sachant que le Bitcoin peut perdre peut-être 10% en une fraction de seconde et remonter, d'un coup, je n'ai pas le pouvoir ou bien le temps de pouvoir m'asseoir et puis savoir que ça descend à 50 000 et puis je tue. Moi, je préfère le confier à des robots. Donc, je prends mes stablecoins et je dis, achète-moi 200 dollars de Bitcoin, par exemple, dès que le Bitcoin atteint 50 000 dollars. Ou bien dès que le Bitcoin atteint 28 000 dollars, tu m'achètes 200 dollars. Là, je le mets et puis je me retire. J'ai plus de soucis, en fait. Donc, c'est pour ça que j'aime passer par les stablecoins pour pouvoir positionner ces ordres-là. Quand tu veux passer directement de la monnaie fiat comment on peut dire, à la crypto, tu es obligé de l'acheter au prix du marché. Ça veut dire qu'à la seconde près, si le Bitcoin fait 54 255, c'est à ce prix-là que tu vas acheter. Tu n'as aucun choix, tu n'as aucune stratégie à mettre en place. Donc, moi, comme j'aime avoir le choix, je préfère passer par les stablecoins pour pouvoir positionner des ordres d'achat et de vente à certains paliers que je trouve intéressants. Et ça s'active automatiquement. Ça, je le fais sur la plateforme Binance. Donc, les CDBC. Donc, les CDBC, ce sont les Central Bank Digital Currencies. Donc, ça, ce sont des monnaies numériques des banques centrales. Et c'est comme si on disait, on a le e-Naira. Le e-Naira, ce n'est rien d'autre que du Naira, mais en numérique. Donc, pour moi, ça n'a pas trop de... Ça n'a pas trop de valeur en termes de crypto-monnaie parce que c'est toujours centralisé. C'est la banque centrale qui conduit toujours les problèmes d'inflation, d'hyperinflation, de dévaluation que connaît le Naira sera connu par le e-Naira. Donc, pour moi, c'est juste déplacer le problème et peut-être faciliter l'accès à l'inclusion financière, oui, mais pas résoudre les problèmes profonds en termes de décentralisation et vraiment de valeur de la monnaie. Donc, pour moi, ça a une utilité, oui, en termes d'inclusion financière, parce que ça va permettre aux gens de pouvoir beaucoup plus utiliser librement ces monnaies-là. Mais en termes de résolution de problématiques profondes du système financier, pour moi, ça n'a pas trop d'impact. Voilà. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va arrêter là. Il est déjà 20h07. Désolé pour le retard. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous dire merci. Merci d'avoir pris votre temps. Et on est à dimanche prochain ou bien dans 2 semaines. Je vais vous envoyer le message. Les prochains, ça sera peut-être parler de la DeFi, donc de la finance décentralisée. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir faire des investissements dans la finance décentralisée. C'est quelque chose de très, très intéressant. Vous allez le voir. Et merci pour votre participation. Et on est à bientôt. Merci beaucoup, Erwin. Merci.